La suite de notre balade des éléments se situe au jardin des plantes. Il nous faut donc quitter l'Arsenal et la rue Bassompierre, tourner à gauche, emprunter le boulevard Bourdon et longer le quai de la Râpée, et traverser le pont d'Austerlitz, pour nous rendre enfin dans les jardins du Muséum d'Histoire Naturelle, et plus précisément près du numéro 15 de la rue Cuvier. Promenez-vous dans le jardin, admirez les statues, regardez le long de la galerie de l'évolution, à l'extérieur du muséum. Les médaillons des illustres professeurs, des botanistes comme Jussieu, des naturalistes, paléontologues comme Cuvier, mais aussi des chimistes comme Gay-Lussac. Car ici, c'est aussi la chimie que l'on enseigne. Lavoisier, s'il fait la révolution en chimie à partir de 1774, a d'abord appris celle-ci par l'intermédiaire des maîtres les plus réputés de Paris, notamment Guillaume-François Rouelle, qui donnait au Jardin des Plantes un cours public. C'est ici que l'on enseigne la chimie de Stahl et de Becher, et que durant les combustions, les métaux perdent de leur précieux phlogistique, qui les rendent si rutilants et d'aspect métallique, pour devenir des terres ou des chaux. Ici, en 1766, point de sulfate, de nitrate ou de carbonate. Les airs sont inflammables, fixes, phlogistiqués ou déphlogistiqués. La fleur de Mars côtoie le colcotard, la terre foliée mercurielle, l'esprit de Mendeleïus. Il y a quelque chose de presque magique, d'encore alchimique dans cette chimie acceptée par tous dans toute l'Europe. La chimie de Rouelle est éloquente, imagée, voire même explosive, ce qui parfois a le don d'effrayer grandement son auditoire. Tout ceci est fondamentalement en désaccord avec les idées de Lavoisier, qui voulait une chimie claire et prouver que la masse, et au travers d'elle la matière, se conserve au cours d'une réaction chimique. Après avoir écouté les cours de ses professeurs, il reste convaincu qu'une approche différente doit être menée sur les réactions de combustion. L'avenir lui donnera raison. Au Jardin des Plantes, qui va devenir à la Révolution le Muséum d'Histoire Naturelle, où enseigne depuis 1784 Antoine Fourcroy, illustre professeur de chimie et ancien collaborateur, et professeur pour Lavoisier à l'école des Poudres, de l'Arsenal, il existe encore un amphithéâtre où l'on donnait des cours de chimie. Quelques prestigieux personnages de la science chimique s'y retrouvèrent après la Révolution, une fois que l'institution devint le Muséum d'Histoire Naturelle. Chevreul, bien connu pour ses découvertes sur les couleurs et surtout la saponification vers 1820, et Gay-Lussac, qui participa dès 1815 à son tour à l'élaboration d'une classification naturelle des éléments. Le muséum possède quelques trésors ayant appartenu à ce grand personnage de l'histoire de la chimie. Des éléments de son laboratoire, des sels et des métaux de ses échantillons. Gay-Lussac est immanquablement lié à l'histoire de nombreuses institutions scientifiques parisiennes. Peut-être d'ailleurs le connaissez-vous pour ses exploits d'aéronaute, puisqu'en 1804, afin de mesurer la composition de l'air et le magnétisme terrestre, il s'envole à plus de 7000 mètres d'altitude seul. Il détiendra ce record durant plus de 50 ans. Mais Gay-Lussac, c'est aussi le degré de chlore, d'alcool, la conception des mots et des dispositifs de verrerie, burettes, pipettes, sous leur forme presque moderne. Mais pas seulement, comme nous le verrons plus loin. Que l'on imagine un peu ici les professeurs qui enseignèrent, Daubenton, Jussieu, Cuvier, Chevreul, ah oui, Gay-Lussac, la botanique, la paléontologie, la cristallochimie, la chimie, toutes sont ouvertes ici au public. Il est difficile d'évoquer le muséum sans son protecteur, que vous voyez ici représenté à droite, Antoine Fourcroy, et son jeune protégé, qui deviendra lui un chimiste célèbre, qui découvrit le béridium et le chrome, Nicolas Vauquelin. Ces deux-là sont tellement inséparables que lorsque Fourcroy obtient la direction du muséum, Vauquelin démissionne de son poste au Collège de France pour le rejoindre. Au Jardin des Plantes se trouvait également logé son directeur et quelques-uns de ses illustres professeurs. Pour la petite anecdote, Cuvier y animait un salon où l'on pouvait croiser Wollaston ou Ampère. C'est ici également que l'on fait des démonstrations de l'hypnose de Puységur en 1813. Ampère, féru d'illuminisme, y possède un billet d'invitation. Inspiré du magnétisme animal de Mesmer, qui avait combattu en son temps Lavoisier à l'Académie des Sciences en 1784, le chevalier ancien militaire Puységur utilisait quant à lui l'hypnose pour mettre en transe une personne particulièrement réceptive aux forces occultes. C'était ensuite cette personne qui indiquait après avoir entendu le malade comment le soigner et lui prodiguer les traitements à réaliser. Au muséum, Chevreul y recevait ses amis, Ampère et Frédéric Cuvier. C'est aussi ici qu'Ampère tente de négocier le mariage de son fils Jean-Jacques avec la fille de Georges Cuvier, Clémentine. Mais cela tourna au désastre. En 1814, les jardins du muséum sont envahis par l'armée prussienne. Cuvier s'en émeut et prévient Humboldt, le célèbre naturaliste qui loge alors chez Madame Lavoisier. Il intercédera auprès de l'armée afin que les troupes se retirent. En 1771, c'est Chevreul qui s'émeut des tirs des Prussiens sous le Jardin des Plantes et qui demande à son tour à ce que ce sanctuaire scientifique ne soit pas dévasté. C'est aussi au Muséum d'Histoire Naturelle qu'est conservé à l'époque un flacon qui tient lieu de relique.
Du 13 au 22 mai 1790, Fourcroy et Vauquelin réussirent en effet une expérience de la synthèse de l'eau qui dura 185 heures d'affilée. Les deux amis chimistes se relayant auprès de leur machine, dormant à même le sol sur un simple matelas. Ce flacon contenait de l'eau de cette expérience qui permet d'en obtenir 384 grammes et qui y furent longtemps conservés. Et puis, en 1896, c'est ici, dans ses appartements au-dessus de l'amphithéâtre, que Becquerel, à la suite d'une expérience fortuite, où il met des sels à la lumière, constate l'impression photographique d'une plaque des frères Lumière, laissée dans un tiroir. Becquerel veut montrer que certaines substances sont en mesure de faire de la fluorescence ou de la phosphorescence lorsqu'elles sont éclairées, exposées à la lumière. Seul problème, le sel qui a impressionné la plaque photo n'a pas encore été exposé à la lumière, il est resté à l'obscurité dans un tiroir. Becquerel publie ses résultats, indiquant qu'il vient de mettre en évidence de nouveaux rayons, qui ne sont pas les rayons de Röntgen, que l'on appelle depuis l'année précédente les rayons X, mais bien de nouveaux rayons qu'il appelle les rayons uraniques, puisque produits par des sels d'uranium. C'est donc à la suite de cette découverte qu'il va entrer en contact avec Pierre Curie et une jeune doctorante du nom de Marie Sklodowska pour qu'ils puissent lui prodiguer d'autres sels. Et c'est ainsi que Pierre et Marie Curie vont découvrir le radium et le polonium en 1896 et 1910. Je vous donne à présent rendez-vous au 29 bis rue Monge. Pour vous y rendre, vous devez quitter le jardin des plantes, prendre la rue de Jussieu, puis à gauche, dans la rue du Cardinal Lemoine.